Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun son histoire et chacun sa mémoire. Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Guidicelli. Pierre-Henri est un pied noir, né en 1948 à Notre-Dame d'Afrique en Algérie. Son histoire commence avec un grand-père pêcheur. Mon grand-père avait une barque. Il était pêcheur dans le sud de l'Italie. Et lui et sa famille avaient faim. Il a donc un jour décidé de voguer vers d'autres cieux et de trouver ailleurs ce qu'il n'arrivait plus à trouver chez lui. Et bien entendu du poisson, pour commencer du poisson. Il a donc traversé avec sa barque la Méditerranée. Et en 1919-1920, il est arrivé dans un coin de pêche près d'Oran, entre Oran et la frontière marocaine, qui s'appelle Nemours, aujourd'hui Gazaouet. Et là, très vite, il a jeté ses filets à l'eau, il a pêché, ça a commencé comme ça. Avec cet homme, que par la suite on a appelé Babek, qui était le grand-père de la famille. C'est dire si les choses étaient déjà très algériennes, très indigènes, puisque Babek, c'est le grand-père en arabe. Il parlait très bien l'arabe, il parlait italien, et il avait commencé à faire de la salaison d'anchois, et les choses marchaient pas trop mal. D'ailleurs, comme tous ces pionniers, on a longtemps appelé ça des colons, en vérité, la plupart d'entre eux étaient des pionniers, qui savaient mettre les mains où il fallait pour que les choses avancent, qu'elles s'améliorent. Et comme tous ces pionniers, à force de travail et de courage, et de pêche, bien sûr, il a fini par créer une petite entreprise où il faisait de la salaison. Et il souhaitait que mon père fasse ça avec lui. Mais mon père avait fait quelques études, il avait envie d'autre chose. Et il a créé, avec un ami à lui, une petite agence de transit en Algérie. Et donc, lui, sa vie professionnelle, ça a été d'être transitaire et de vivre sur le port d'Alger. Là, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le port d'Alger, parce que c'est une croisée fantastique d'un tas de chemins. D'ailleurs, c'est là que tout est arrivé, et c'est de là que nous sommes partis bien plus tard. Lorsque petit, je me baladais sur le port d'Alger, j'imaginais pas qu'un jour, je partirais de là. Juste au-dessus du quartier de Bab el Oued, il y a Notre-Dame d'Afrique, la basilique, surnommée Madame l'Afrique par les Algérois. C'est un lieu de prière et de pèlerinage fréquenté par tous les croyants. Derrière l'autel est inscrit en français, en arabe et en kabyle « Priez pour nous et pour les musulmans ». Je suis né à Notre-Dame d'Afrique. J'ai toujours eu le sentiment d'être né dans un écrin, à l'abri de tout. Notre-Dame d'Afrique était une colline au-dessus d'Alger avec une basilique magnifique. Il y faisait un soleil en permanence. Il y avait des arbres partout, des oliviers. Nous avions d'immenses oliviers dans le jardin. Il y avait très peu d'Européens, de pieds noirs d'origine européenne à Notre-Dame d'Afrique. La population était surtout ce qu'on disait à l'époque indigène. En vérité, elle était algérienne. Ce qui est compliqué, parce qu'algériens, ça veut dire qu'ils sont kabyles, ils sont arabes, ils sont chaouis, ils sont un peu tout. Et il y avait aussi une communauté juive. On n'avait pas honte à l'époque, on disait des juifs. Et on disait les arabes. Et moi, ils m'appelaient le rital, quoi. Et ça ne faisait pas de différence. Et nous faisions d'ailleurs les fêtes ensemble. C'est pour ça que je disais les crins aussi, parce qu'il y avait toujours quelque part une fête, puisqu'il y avait les fêtes de la communauté arabe, celle de la communauté juive, nos fêtes chrétiennes. Et donc, nous vivions ensemble. Le lundi de Pâques, on faisait la mouna en Algérie. La mouna, c'est une espèce de biscuit qu'on va manger dans la forêt tous ensemble. Et autour de notre nappe qui était posée par terre, il y avait, bien entendu, des copains à moi qui étaient juifs, chrétiens, musulmans. Vraiment, je ne sentais strictement aucune différence, ni même dans la manière de vivre. Les Arabes, les Juifs, les chrétiens qui vivaient en Afrique
et d'ailleurs dans la ville d'Alger, avait pratiquement la même vie. Je sais qu'il s'est dit beaucoup de choses là-dessus, mais les gens qui vivaient à Alger allaient tous à l'école en même temps. Ils faisaient tous la partie de foot ensemble. Et on se disait de gros mots. Hein. On se disait bibi arabe, bibi prital, on se faisait des croche-pattes. Mais on ne jouait pas les Arabes contre les Français. Je sais qu'on a dit beaucoup de choses et qu'il y a dû avoir d'autres exemples que les miens, bien sûr. Mais sur moi, sur ce que j'ai connu en Algérie, et je précise quand même bien, dans les régions où nous étions, j'ai pas vu beaucoup d'antagonisme, ni de regards haineux. Nous avons été surpris lorsque, dans les années 57-58, tout d'un coup les choses ont explosé. Et les Arabes qui avaient autour de nous étaient aussi surpris que nous. Il y a peu de temps en Algérie, un ami algérien m'a résumé. Il m'a dit, voilà, à l'époque des pieds noirs en Algérie, il y avait 1 million de pieds noirs sur la bande territoriale algérienne et 1 million d'Arabes et de Juifs. Nous vivions tous de la même manière, à peu près. Il y avait des gens plus ou moins riches, mais nous avions tous le même style de vie. Et puis, il y avait en Algérie, donc dans ces années 50-60, 7 millions de personnes et d'Arabes qui vivaient dans les djebels, dans les bleds, en dehors de la bande territoriale. Ceux qui ne vivaient pas dans les grandes villes et qui vivaient dans les bleds avaient peu d'instruction, peu d'écoles, peu d'infrastructures. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a une petite partie de la population algérienne qui vit toujours dans la bande territoriale, qui vit dans le confort, qui vit de manière moderne. 5-6 millions d'Algériens qui vivent comme ça, et qui vivent plutôt bien. À Alger, à Oran, à Constantine, à Bougie. Et puis, il y a 30 à 35 millions d'Algériens qui vivent dans les bleds et les djebels. Et là, il y a toujours la même différence entre deux sociétés, presque. Pierre-Henri n'a quasiment jamais rencontré de colons dans sa vie algérienne. Et ce n'est que très tard qu'il découvrira cette réalité. Les colons sont apparus autour de la période où les Algériens ont souhaité avoir leur indépendance et après l'indépendance. Là, on a entendu parler des colons. Lorsque nous étions en Algérie, nous savions, nous aussi, la petite population européenne, qu'il y avait des colons, qu'il y avait de riches familles qui exploitaient, bien entendu, les ressources algériennes, peut-être une partie de la population algérienne, mais on estimait à l'époque, et je crois que ça a été vérifié largement depuis, qu'il y avait comme gros colons en Algérie 1 millier de gros colons. En extrapolant un peu, on peut peut-être même dire 1500 ou 2000, mais là il faut mettre les colons arabes aussi. Parce qu'il y avait pratiquement autant de colons arabes que de colons européens dans cette période-là en Algérie. Mais tout ça était très loin de nous. Les colons avaient de grosses fermes dans la Mitidja, là où ils élevaient les oranges. Ils étaient à 500 km de nous, à 1000 km de nous. Donc, la fameuse bande côtière dont je parle, où se situent les grandes villes d'Algérie, Alger, Oran, etc., n'était pas habitée par les colons. Et de la même manière, les colons qui étaient d'origine arabe, indigène, le Pachaka Boualem, les Tamzali, tous ces grands colons, eux aussi, avaient leurs ressources dans le sud algérien, mais pas sur la bande côtière. Il fallait aller dans la Mitidja pour trouver des orangers. Et c'est là qu'étaient les colons. Donc, dans mon enfance en Algérie, les colons n'existaient pas. J'ai répondu à un journaliste algérien qui me poussait, parce qu'il y a toujours cette espèce d'écriture dans leur tête qui fait que la colonisation, c'est les mots de l'Algérie encore aujourd'hui. Et il me demandait quand même, concernant les colons, si dans ma famille il y avait eu des colons, si moi aussi ma famille avait exploité. Et je lui ai dit oui, parce que j'ai eu un souvenir. La sœur de mon grand-père, qui était d'origine espagnole, de mon grand-père maternel, avait épousé un arabe, un kabyle. C'était la famille Hamoud Boualem en Algérie. C'était le plus gros faiseur de soda, etc. C'était une très très grosse famille qui avait de très grosses usines. Il faisait beaucoup d'autres choses. Il faisait des confiseries, il fabriquait des matelas. Donc oui, j'ai eu un colon. Et je l'ai peu vu parce qu'il ne vivait pas sur Alger. Alors, malheureusement, pour le journaliste qui m'interviewait, celui-ci, de colon, n'était pas européen. C'était un arabe.
Pierre-Henri découvre la guerre d'Algérie. Je m'y attendais pas, mais pas plus que les autres. Dans ma génération, les gamins qui à l'époque avaient entre 10 et 15 ans en Algérie ne s'attendaient pas à cela. Et on jouait dans la rue, et un peu plus loin, il y avait d'autres gamins qui jouaient. Il y a eu un bruit et un gosse est tombé. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un tirer sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai découvert la guerre d'Algérie. Tout d'un coup, des attentats ont éclaté. D'un coup, quoi. Alors on avait entendu, bien sûr, les événements de Sétif, mais on était gosses, on n'y faisait pas gaffe, nous. On avait entendu, il y avait eu quelques bricoles, on a entendu parler de la Toussaint, mais j'étais petit, je faisais pas attention non plus. Donc c'est lorsque ces horreurs sont arrivées à notre portée qu'on s'en est rendu compte. Tout d'un coup, un gamin est tombé. On a couru, on est allé voir, on pensait qu'il jouait au cow-boy. Ça, c'est en 1958-59. Même si les événements ont démarré en 57, les attentats en ville, la montée en puissance, on l'a senti 1 an ou 2 ans plus tard. Avec des bombes dans la ville, avec des attentats. Et puis, vraiment, ça a fait tache d'huile, quoi. Ça a été partout. Les parents nous appelaient à faire attention, parce que l'autobus qui faisait la liaison de Notre-Dame d'Afrique à Alger-Centre a explosé 2 fois. On n'allait plus au cinéma. Nous étions fouillés, d'ailleurs, les rares fois on allait au cinéma, il y avait des militaires qui fouillaient, qui vidaient les sacs, qui nous palpaient. Ça nous est parvenu de cette manière-là, mais ça a été brutal, rapide. Tout d'un coup, on nous a dit, tu ne fais plus rien, tu vis plus. Et même, nous n'allions plus à la plage seuls. Autour de moi, tout le monde était surpris. Qu'on s'appelle Moshe, Georges, Pierre ou Marjou, tout le monde a été surpris. Que se passe-t-il ? Ma mère, optimiste, pensait que les choses passeraient. Tahar, qui était la femme qui m'a en partie élevé, qui aidait ma maman à la maison et à m'élever aussi, pensait elle aussi que ça allait passer. Et pourtant, elle était algérienne. On pensait que c'était les événements. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'on appelait ça ce sont des événements. En vérité, c'était une guerre. Mon père a pensé que nous allions quitter l'Algérie, tout de suite. Il a dit que on élevait un enfant, on lui donnait naissance, on l'élevait, on le gâtait, on le nourrissait, on l'éduquait, on lui faisait faire des études. Mais à sa majorité, il partait. L'Algérie était un enfant que la France avait plus ou moins bien élevé, mais qui, à majorité, allait partir. Voilà comment il pensait. Il avait parfaitement raison. Et on était en 58. Peu de gens pensaient cela. Si des deux côtés, il y avait eu beaucoup de personnes avec cette intelligence, cette clairvoyance, cette anticipation sur les choses, le présent aurait été différent. Et l'avenir de l'Algérie, des Français d'Algérie, des Algériens aurait aussi été différent. Mais ces événements ont fait naître la haine, dans le fond. Ils ont fait naître au moins la colère et la haine. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de haine avant. Et un beau jour, nos amis algériens de Notre-Dame d'Afrique, notamment un vieil ami de mon père, nous ont demandé de quitter Notre-Dame d'Afrique, de rejoindre la ville, de ne pas rester là. Nous étions peu d'Européens à Notre-Dame d'Afrique et il fallait partir. Ils étaient conscients qu'il y avait des groupes qui étaient errants, méconnus et qu'ils pouvaient nous arriver à tout moment. Nous habitions une petite maison dans un jardin, presque dans la montagne, donc là les risques étaient énormes. Et puis c'est aussi la période où tous sont en colère, tous. L'armée française est en colère. Elle va elle-même tirer sur tout ce qui bouge. Les terroristes et le FLN aussi sentent que les choses vont mal dans les bleds. L'armée française lui mène une vie dure et donc il va réagir dans les villes, ce qui est plus facile bien entendu, avec des attentats de plus en plus marqués. Une minorité de pieds noirs ont créé leur armée secrète, qui aussi, eux, sentent qu'il y a le feu partout et rajoutent des bidons sur ces incendies. Donc là, on est dans une période qui est une vraie guerre. Il y a à l'époque à Alger le siège de Bab el-Oued, des avions pillonnent les immeubles, on est dans un truc de fou, quoi.
Et donc on a quitté notre train d'Afrique, on est dans cette ville d'Alger qui commence à être à feu et à sang. Les manifestations finissent toujours mal. Les Français sont déçus parce qu'on leur a promis une Algérie française. Les Algériens ne savent pas très bien si elle sera française ou algérienne, cette Algérie, et la plupart d'entre eux sont au moins aussi inquiets que nous, parce qu'ils sont aussi dans la guerre, et parce qu'ils sont à l'ombre de la France, malgré ce que certains peuvent en dire aujourd'hui. La majorité de ceux qui vivent dans les métropoles se demandent de quoi demain va être fait, si tout d'un coup les Français s'en vont, si l'administration française s'en va. Donc on est là dans le feu. Et ça va s'accentuer de jour en jour jusqu'à devenir insupportable. Et un jour, je ne sais pas si c'était un midi ou un soir, mon père arrive à la maison et nous annonce qu'il va falloir partir, et tout de suite. Les choses vont vraiment très mal. Dans les 2-3 jours qui ont suivi, il avait la chance d'être transitaire sur le port et de pouvoir nous embarquer très vite sur un bateau. C'était un bateau blanc qui s'appelait le Kérouan. Ma mère avait 2 grosses valises. Ça a été une sinécure que de trimballer ces valises d'Alger sur le bateau et à Marseille. Et un matin, au soleil, il devait être 11h, midi, nous avons embarqué sur ce fameux paquebot, qui devait peut-être à l'époque être un paquebot pour 1000 ou 1500 passagers. J'ai l'impression qu'on était 10 000 à bord, quoi. Il y avait un monde fou, ça rentrait de partout. Les gens occupaient tous les espaces du bateau, et le bateau est parti. Nous sommes le 2 juin 1962. Mon père m'avait dit quelque chose avant l'embarquement. Il m'a dit, quand le bateau va partir, tu vas aller à l'arrière du bateau avec ta mère, regarder, voir cette ville que tu quittes, et que tu quittes pour un grand moment. Ne te fais pas d'illusions, nous ne reviendrons pas tout de suite. Peut-être même pas plus tard. Mon père avait ce tempérament comme ça de dire les choses, de les prévoir. Il m'a dit, ça c'est ce que tu vas regarder partir, c'est ton passé. Il m'a dit, quand le bateau aura quitté le port, qu'il sera en mer, fais-moi plaisir, va à l'avant. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, regarde devant, tu verras que c'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de souvenir. C'est ton avenir que tu regardes. Fais ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a sauvé. Parce que je suis arrivé très fort en France, et j'avais 14 ans. Je suis vraiment arrivé très fort, et ça a été très dur. Nous avons débarqué sur le port de Marseille, on nous a débarqués comme des terroristes. Ils ont séparé les mamans des enfants. Il n'y avait pas les comités de la Croix-Rouge qui étaient là. On ne nous offrait pas de croissants. Mon oncle devait venir, il avait quitté l'Algérie quelques jours avant nous. Nous étions arrivés le matin très tôt sur le bateau, à 6h du matin. J'ai retrouvé ma maman, c'était midi. Sur les quais, elle errait elle aussi. On l'avait débarquée dans un hangar pour fouiller les bagages, la fouiller à elle. Et moi, le gosse de 14 ans, m'avait mis aussi dans un hangar. On voulait fouiller ma petite valise, me fouiller moi. Ils n'ont pas été bien agréables avec nous. C'était la police qui nous accueillait. Hein. C'était à l'époque ce qu'on appelait les gardes mobiles. Et puis ils nous ont fait quitter le hangar. Et je me suis retrouvé sur le quai de la Joliette, qui est le quai du port à Marseille. C'est pas le vieux port, hein. C'est pas un quai à touristes. Celui-ci est pas très beau. Et à l'époque, il était encore moins beau. Alors je me suis assis sur un trottoir, au bord du quai, là. Il y avait une route qui passait, beaucoup de circulation. Et il y avait un bar en face. Il y avait un bistrot marseillais. Il y avait un brave homme qui était là. Il avait sorti ses ardoises de menu. Et il marquait le nom des enfants. Parce qu'il savait que les parents cherchaient, il avait l'habitude. Lui, ça faisait 1 semaine ou 15 jours qu'il vivait la chose. Et puis il nous offrait un café au lait, un croissant. Ce type. Donc j'ai eu mon croissant, et puis j'ai retrouvé ma maman. Et puis nous avons retrouvé le frère de mon père, mon oncle, qui nous a cherché toute la journée. On l'a retrouvé le soir à 10h place de la Bourse. C'est un quartier assez éloigné du port de débarquement. Et nous étions arrivés en France. Dans ce pays où on nous a appelés rapatriés. Nous étions expatriés. On venait de quitter notre pays. Ça n'allait plus être notre nation, mais c'était notre pays. Et voilà, on s'est retrouvés là, et puis on a fini dans un petit village au-dessus de Marseille qui s'appelle les Trois-Lucs, où
où un très gentil parent nous avait trouvé une très très vieille maison où il y avait 2 pièces mal chauffées, un petit bout de jardin, et pour petit à petit toute la famille s'est retrouvée au fur et à mesure des arrivées. Nous avons fini par être peut-être 25 ou 30 là-dedans. Et donc ma cousine avait un fiancé qui à l'époque travaillait dans une usine de pâtes et qui nous ramenait des paniers et des sacs de spaghettis. Et donc nous avions des spaghettis tous les jours, à l'eau, au beurre, à l'huile, parfois à la tomate. Et le temps est passé comme ça, et nous n'allions pas bien. Et puis il n'y avait rien à faire, c'était juillet-août. Nous étions là, comme des âmes en panne. On n'allait pas à la plage, bien sûr. On n'allait pas au cinéma. Nous n'avions pas d'argent du tout. Les banques étaient fermées lorsque nous avons quitté l'Algérie. On ne pouvait plus retirer d'argent. Ma mère avait pris quelques économies. À l'époque, les ménages avaient quelques économies qu'on mettait entre les draps de lit dans l'armoire. Et donc, elle avait un petit peu de sous comme ça, très peu. Nous avons été aidés par ces fameux parents marseillais à payer l'électricité, à faire 3 courses. Et puis septembre est arrivé. Il a fallu s'inscrire à l'école, recommencer. Mon père cherchait du travail. Cet homme qui a toujours eu des situations formidables, enviables, qui avait une vie professionnelle très riche en Algérie, cherchait de quoi travailler pour nourrir sa famille. Il avait trouvé un poste tout à fait au début de magasinier, il faisait les cartons, il livrait des colis. Mon oncle, lui, s'était découvert coiffeur à domicile. Il a acheté un ciseau, un peigne, il faisait les maisons de retraite. Je crois que c'est lui peut-être qui a été un des premiers à inventer ça. Il allait couper les cheveux dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Il a dû faire des massacres, il n'avait jamais tenu un ciseau de sa vie. Et donc je suis parti m'inscrire pour l'école en septembre. Je rentrais en seconde. Je pensais que ce serait facile. J'étais en avance dans mes études, j'étais plutôt un bon élève. Et donc j'ai fait le tour des lycées. J'ai commencé par un dont je ne citerai pas le nom et qui lui m'a dit non, on ne prend pas les Arabes. J'ai regardé mon carnet scolaire, non. Puis j'en ai vu un autre, qui est très renommé à Marseille, je voulais faire celui-là d'ailleurs. Et là aussi, ils m'ont dit non, on est complet. Et j'ai fait tous les lycées. J'ai fini au lycée Perrier. J'ai été reçu par le proviseur, quel honneur. Il nous a reçus, on était une quinzaine ou une vingtaine dans l'antichambre. Et il nous a expliqué que non, c'était pas sa tasse de thé de nous prendre. Et je me battais avec mes carnets de notes. Et je l'ai presque jeté, le carnet de notes, sur le bureau du proviseur en disant « Mais regardez, j'étais dans le meilleur collège d'Alger, j'étais le meilleur élève, regardez bien, vous ne pouvez pas me dire non. » Il m'a dit non, d'abord, je crois qu'il ne m'a pas répondu. Ma réponse est valable pour tous, on est complet, on ne peut pas. Et tristement, j'ai quitté cette espèce de salle de réunion et le surveillant général m'a rattrapé. Il m'a dit « Revenez demain, je vais voir. » Et il m'a pris. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens bien. Et donc j'ai fait ma scolarité grâce à lui. J'ai fini au lycée Perrier à Marseille. Et je n'aimais pas cette ville. J'étais pas Marseillais. J'avais une colère à l'égard de cette ville. Je n'allais pas me promener en ville. Je n'allais pas voir les Marseillais. Je n'allais pas à la plage avec eux. D'abord parce que mes plages étaient plus belles, mon eau était plus bleue. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'Arabes à l'époque à Marseille, donc j'étais un peu dépaysé. J'avais l'habitude d'avoir des copains de toutes sortes. Et puis je crois qu'ils n'aimaient pas non plus les pieds noirs. J'ai gardé très longtemps la première page d'un journal qui s'appelait à l'époque Le Provençal marseillais, et sur lequel Gaston Defferre, maire de Marseille, en première page disait « Ne restez pas, vous ne faites que passer ». Et donc je ne les ai pas fréquentés. Il s'est passé comme ça pratiquement une année, où j'ai vécu en reclus. Je bossais, je faisais mes études, je m'appliquais. J'avais trouvé un boulanger qui était au 5 avenue à Marseille, qui est un quartier populaire de Marseille, qui avait accepté de me faire travailler un peu le matin tôt, pour que je prépare les croissants. Ça me poursuit le croissant, vous voyez. Et donc il me donnait à l'époque 5 francs. Je faisais les croissants, je les passais au four, et après je partais au lycée.
Donc ça me faisait avoir quelque chose, puisque, bien entendu, mes parents étaient dans une situation difficile. Et j'ai vécu une année comme ça, très difficile. Et puis petit à petit, mais vraiment petit à petit, ça a mis quelque temps, je suis devenu Marseillais. Parce que d'enfant, cette ville ressemble un peu à Alger. Et puis peut-être parce que des Arabes sont arrivés entre-temps. J'en ris, mais c'est presque vrai, quoi. Et je suis devenu Marseillais. Et aujourd'hui, bien entendu, tant d'années plus tard, mais ça fait déjà un moment, je me sens complètement Marseillais. J'aime cette ville. Je suis français, de nationalité française. Mais je suis Marseillais, peut-être avant d'être français. Et à Marseille, je ne suis pas le seul. Parce que les gens se sont tous Marseillais. Avant d'être français, avant d'être juifs, musulmans, chrétiens, ils vont tous voir l'OM. Ils sont tous, comme dans une église, c'est œcuménique l'OM. Ils sont tous là, ils partagent les mêmes choses. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a souvent traité les pieds noirs de colons. Il y en avait quelques-uns, mais c'était surtout des pionniers. C'est une race courageuse, les pieds noirs. Ils ont tous retroussé les manches, c'est un lieu commun de dire ça, mais je n'ai pas connu de pieds noirs qui traînaient d'un banc à un autre en espérant je ne sais quelle mendicité. Ils se sont mis au boulot. Ils sont devenus cantonniers, balayeurs, coiffeurs, magasiniers. Ils ont tous recréé, fait des choses, construit. Les mamans sont devenues femmes de ménage, elles ont fait les gardes d'enfants. Tout le monde s'est reconstruit. Il y a eu pour tous les pieds noirs 2-3 années, 4 années très très difficiles, mais c'est rien 4 années dans une vie. Lorsqu'on a été comme ça arraché à tout ce que nous avions autour de nous, à tout ce que nous possédions, c'est quoi 4 ans? C'est une rémission de cancer, quoi. Et je sais de quoi je parle. Donc, où on en meurt, où on en guérit. Les pieds noirs ont guéri ce cancer-là. Au bout de 4 ans, les pieds noirs étaient installés, en tout cas, pour ceux que moi je connaissais, que je voyais dans Marseille, ils s'étaient installés. Il y avait des pieds noirs partout à Marseille. C'est incroyable comme on a envahi cette ville. Bon, c'est vrai que c'était le premier port de débarquement, mais il y avait des pieds noirs vraiment partout. Au début, on les voyait dans les métiers les plus faciles d'accès. Et puis, on a commencé à trouver des professeurs pieds noirs, des docteurs pieds noirs, des instituteurs pieds noirs. Ils ont retrouvé leur métier. Les pieds noirs sont des pionniers. Et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes maintenant vieillissants. Ceux qui ont quitté l'Algérie, on n'est plus nombreux. Mais regardez-les tous. Vous n'en verrez aucun de très triste. Ils sont chargés d'émotions, les pieds noirs. Ils ont connu la tristesse, l'arrachement. Mais ils continuent aujourd'hui à être heureux, à bien vivre, à avoir réussi et à être fiers d'eux. Mon père, en arrivant, a mis un moment à trouver un job. Puis il a trouvé un job de magasinier. Il a travaillé pratiquement presque 2 ans ou 3 ans comme ça. Et il a retrouvé un ami à lui qui faisait du surplus et de la friperie en Algérie et qui avait décidé de relancer la chose en France. À l'époque, il n'y avait pas de fripier à Marseille. Et donc, il est parti aux États-Unis où il avait des relations, puisque les gens en Algérie faisaient de l'importation de produits depuis les États-Unis et de ballots de friperie. Et il a dit à mon père, on va faire ça, on va trouver un garage. Et ils ont fait ça, ils ont travaillé comme des fous. À recevoir des ballots tout seuls, à trier le linge, à aller le vendre. Ils ont rencontré un arabe qui était devenu, comme quoi les pieds noirs, les arabes se quittent jamais, qui était devenu une immense star du textile à Marseille. Tous les Marseillais ont connu, en tout cas ceux de la génération qui a aujourd'hui entre 50 ans et 80 ans, ont connu Moulet à Marseille. Moulet avait acheté une échoppe près de la porte d'Aix, où il allait vendre justement tout ce surplus américain, ces vieux jeans troués, ces chemises, toutes ces choses démodées. Il avait trouvé un magasin qui était rue des Chapeliers, la mémoire me fait pas défaut là. Ce magasin tenait grâce à un madrier qui écartait les 2 immeubles de cette rue, avant que ça ne s'effondre sur son petit magasin. Le magasin devait être, il devait faire 25 mètres carrés. La rue des Chapeliers était assez longue, assez grande. Il y avait en permanence la chaîne. Toute la jeunesse marseillaise était là, assistait à l'ouverture des ballots et s'habillait avec des vestons velours, de vieux cabans, ça a été la mode des cabans. Mon père a importé les premiers cabans d'armée américaine depuis les États-Unis, des cabans d'occasion qu'il devait racheter pour rien du tout là-bas et qu'il revendait ici à toute la jeunesse qui était en caban dans les années 68,
68, 70, 65, ces années-là à peu près, tout le monde portait le caban. Et le pantalon à pont américain, avec les boutons. Et voilà comment mon père a de nouveau reconstruit sa vie et a pas mal réussi. Il n'a pas retrouvé la même situation, ni la même qualité de vie professionnelle qu'en Algérie. Mais il a reconstruit, oui, il a reconstruit. Et ma mère a suivi. Elle n'a jamais retrouvé le bonheur, elle. Lui, oui. Elle, jamais. Elle l'a laissé là-bas. À Marseille, Pierre-Henri n'a qu'une idée en tête. J'étais un étranger dans cette ville. J'avais pour objectif d'en devenir un prince. Et donc il me fallait réussir mes études. J'ai bossé pour ça. Et j'avais la chance d'être un peu en avance en scolarité. J'ai donc fait le plus rapidement possible des études supérieures pour pouvoir très vite rentrer sur le marché du travail et réussir enfin à tourner la page. Pendant ces premières années, j'ai porté l'Algérie dans ma tête, dans mon cœur, dans mes souvenirs. Mais ça n'était pas possible de continuer à porter l'Algérie avec autant de place si je voulais réussir à Marseille. Donc quelques années seulement, j'ai gardé l'Algérie en moi, puis je suis devenu Marseillais. Ma place était ici, mon rôle à jouer était ici, et pas là-bas. J'ai donc... Mon père disait tourner la page, moi je l'ai déchiré. Ça n'est plus mon pays. J'ai changé d'avis depuis. Mais à l'époque, je disais c'est fini. Mon pays c'est ici que je dois réussir. Donc, très très vite j'ai voulu réussir. Et puis en même temps, il fallait aussi que je réussisse pour mes parents. Et pour aussi leur apporter une aide, parce que mon père avait réussi à redresser la barre, à s'en sortir, mais il y avait des choses à faire, et puis je voulais que ma mère retrouve sa joie et pouvoir faire des choses aussi pour elle. Donc, je me suis donné un peu de mal. J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis donné un peu beaucoup de mal, parce qu'on ne réussit pas seulement avec de la chance. Et donc j'ai réussi une vie professionnelle complète, quoi. J'avais des relations aux États-Unis, que j'avais appris des méthodes et j'ai appris des leçons des Américains, que j'avais un excellent ami qui était un gros faiseur de textiles aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré dans le textile, en faisant évoluer ma boîte des années plus tard, pour faire toujours dans le textile, mais autre chose que du textile. J'ai fini par faire du tissu non tissé, comme quoi, mais j'étais plus dans le textile. Je faisais du tissu non tissé, et avec ça, j'ai encore fait plein de choses. Voilà, j'ai fabriqué au début des blue jeans, des t-shirts, des jupes, des robes, des blousons. Puis après, j'ai fait... des sacs à pain, des sacs isothermes, j'ai fait des nappes, j'ai fait toutes ces choses-là en prenant à chaque fois du volume, en créant à mon tout petit niveau des départements différents, quoi, dans la société. J'ai jamais analysé le pourquoi de ma réussite. Je me suis toujours rappelé que mon grand-père avait une barque et que cette réussite, il fallait que je la partage. Ça, c'est le côté pied noir. Parce qu'on partageait le couscous, la paella, et qu'il fallait pas oublier que le grand-père était pêcheur et pas la ramener beaucoup. Alors cette barque, elle est un symbole de quoi ? Le symbole du courage, parce qu'il faut ramer pour avancer dans sa vie. Cette barque voulait dire ça. Mais elle est un autre symbole, elle est un symbole d'humilité. Tu viens d'une famille de pêcheurs. Mes enfants sont fiers de leurs origines. Ils sont fiers de l'esprit pionnier des Pieds Noirs. Eux ont compris, pour le peu que j'ai pu échanger avec eux, parce que je n'ai pas voulu trop souvent leur parler de nos histoires d'Algérie, mais eux ont fait la différence entre le colon et le pionnier. Pour eux, le pionnier, l'exemple, c'est leur père. C'est papa qui arrive d'Algérie, qui va faire des croissants le matin, qui ensuite va au lycée, qui se bat toute sa vie dans ce qu'il peut faire, qui essaye tout le temps d'apporter une aide à tout le monde, qui est toujours présent, qui, voilà, c'est l'exemple à suivre. Mais voilà, c'est cet exemple-là, quoi. Respecter la tradition, respecter les valeurs, tout en vivant dans ce monde moderne qui évolue. Et du reste, c'est peut-être parce qu'ils ont en eux ces valeurs-là, qui ne se font pas complètement bouffer par ce qui est pas bon dans l'évolution de nos sociétés. Ça les protège un peu quand même.
Les Pieds-Noirs ont tellement eu cette blessure en eux que le Pied-Noir, qui était d'origine italienne, a parlé à ses enfants, à ses petits-enfants de l'Italie. Celui qui était d'origine espagnole a parlé à ses enfants, ses petits-enfants de l'Espagne. Beaucoup. Ils n'ont pas parlé de l'Algérie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas transmis. Cette blessure était ouverte et elle faisait souffrir. Donc, mon père a parlé à ma fille de son village en Italie. Sa petite fille, elle connaît parfaitement Tchetara, le village. Elle connaît l'histoire. Il n'a pas parlé de son Algérie. Et j'ai fait pareil. Moi, quand on parle de moi et qu'on dit que je suis d'origine italienne, je ne relève pas la chose. Non, je suis algérien. Je suis né en Algérie. Je suis né en terre algérienne. C'était Pierre-Henri, itinéraire d'un pied-noir marseillais. Un grand merci à Pierre-Henri pour son témoignage et merci aussi à Raphaël, journaliste et petite fille de Pied-Noir, qui nous a ouvert la porte de Pierre-Henri. 40 ans après l'indépendance de l'Algérie, Pierre-Henri va retourner sur la tombe de ses grands-parents à Saint-Eugène. Il se lance alors dans un projet fou, réhabiliter les cimetières français en Algérie. Et c'est ce qu'il nous racontera dans un prochain épisode. Et de nous qui se souviendra est un podcast produit et réalisé par Nicole Guidicelli. Le montage est de Jean-Christophe Treille. La musique est de Pascal Simoni et de Jean-Christophe Treille. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.